Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Geek, une émission de qualité avec Salut. un cœur toujours aussi bien coiffé. Merci à toi d'avoir le poil soyeux. On va parler de Stranger C'est du Things travail. saison 2. Attention, ceux qui n'ont pas vu la saison 1, on va spoiler la saison 1. Et pour ceux qui n'ont pas vu la saison 2, on va... Spoiler la saison 2. Et voilà. Eh oui. C'est une série Netflix, une série qui se binge-watch. On a tous les épisodes de dispo en même temps. Stranger Things, c'est une série qui est créée par les Duff Brothers. Duffers. Certains les appellent les Duffers. Et c'est leur petit surnom de business. Stranger Things, c'était un chef-d'œuvre. Est-ce que Stranger Things saison 2 sera à son niveau, même si beaucoup se posaient des questions. Est-ce que c'était une suite qui avait été faite uniquement par intérêt? Les Duffers avaient répondu que non. Ils les avaient déjà prévu de faire 4, 5 saisons. On va voir ça. Déjà, mon petit Kerr, en une minute, si tu résumes un peu ton avis sur la saison, qu'est-ce que tu en as pensé? Promo très lourde de la part de Netflix, vraiment très lourde. J'avais un peu peur du coup que les choses tournent mal. Premier épisode un peu perturbant, ça prenait son temps. J'ai compris pourquoi les frères Duffers voulaient vraiment nous montrer, nous laisser le temps de savourer finalement les retrouvailles avec le casting et tous ces personnages. Et 9 épisodes plus tard, chef-d'œuvre. Pour moi, c'est juste la meilleure série qui a été diffusée en 2017. J'ai pris un pied monumental. C'est une série qui a vu juste partout. Le mélange des genres, le côté nostalgique, les clins d'œil qui sont là, l'amour porté aux personnages qui sont extrêmement bien développés, l'intrigue qui est particulièrement prenante. Il n'y a pas de fausses notes, ou presque pas de fausses notes dans cette saison 2 de Stranger Things. C'est brillant. Chapeau les frères Duffers. Et toi ? Excellente série, exceptionnelle saison. Je ne peux que dire apprécier cette série. Comme Kerr vient de le dire, ce qu'on retient surtout et avant tout, c'est le travail et le traitement des personnages, la réussite des acteurs, de lier des nouveaux personnages qu'on n'avait pas vus interagir, comme le gendarme. Le gendarme de Saint-Tropez, le petit shérif du coin, Hooper et bien sûr Eleven. Globalement, il y a vraiment plein d'éléments que je trouve très 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 réussis. Moi, j'aurais juste un petit bémol, c'est que on a vraiment un caviar qui nous est remis là. Le truc, c'est que c'est un caviar qui est beaucoup pensé comme étant la transition vers la saison 1 se suffisait à elle-même. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'on peut avoir facilement un point de vue assez opposé, mais je trouve elle n'avait besoin de rien d'autre. Et au final, c'est tout à fait juste. Et au final, là, le fait d'avoir une commande pour allonger à 4, voire 5 saisons, ils avaient besoin d'une saison qui aurait moins de rythme, qui nous ferait découvrir moins de choses, qui étendrait un peu moins l'univers, mais juste pour nous donner d'ouvrir en fait des nouvelles portes. Voilà, maintenant, le monde du dessous, on a un nouveau monstre, on a une nouvelle méthode, c'est un esprit de ruche, ils pensent tous en même temps. On a des monstres, ils veulent entrer dans notre planète, enfin sur notre terre. Le truc, c'est que globalement, voilà, on a mis les choses en place, on a mis le fait qu'on a vu 8, donc on a vu le personnage de 8, donc on sait qu'on va sans doute voir de nouveaux enfants. On a Hooper qui n'avait plus de fille, qui vivait dans le deuil. Là, on a recréé un coin familial pour Eleven. Donc globalement, on sent que c'est une saison qui est là pour en fait réamorcer les choses. On remet quelques personnages et ensuite rouler jeunesse. On aura des nouveautés sur la saison 3, sur la saison 4, etc. Mais globalement, j'ai pas eu cette impression de gigantisme qu'annonçaient les Duffers. Ils disaient, vous allez voir, ça va être incroyable, on va avoir un niveau qui va vraiment supplanter la saison 1. Je ne l'ai pas complètement senti. Certes, il y a un monstre dans la saison 1, là il y en a une pelletée. Bon, ok. Est-ce que c'est pas une excellente chose, ça, justement ? Parce que ce que j'apprécie beaucoup dans cette saison 2, c'est que... Le minimalisme. Il n'y a pas de surenchère, tu vois. Ouais. Ils auraient pu se perdre dans les mais ça, il n'y a aucun problème. Ouais, non, mais ça j'ai pas de problème. En fait, si ils ne font pas de surenchère, cool. C'est juste que c'est toujours un peu dommage quand un créateur te dit tu vas voir, j'ai mis le paquet, etc. et qu'après tu te rends compte que au contraire la série a brillé par son minimalisme. Moi, c'est ce minimalisme-là qui me fait dire qu'ils ont réussi à mettre le paquet, parce que sans en faire des tonnes et des tonnes, j'ai trouvé que cette saison avait une force incroyable. Et quand les Duffers te disent que tu vas te prendre une claque, moi je l'ai pris, la claque.
Vraiment. Hein. Bah, ok, mais je suis d'accord avec toi, ce que je disais. C'est juste que le discours de promotion Ouais, mais ça, c'est des créateurs était complètement à contrario de ça. Mais donc voilà, donc globalement, une saison où... Enfin, on développera tout à l'heure, mais il y a énormément d'éléments qui sont soit des copies de la saison 1, soit des volontaires rimes, on va dire, avec la saison 1. Très bien, ça donne des bases, ça donne une stabilité, il y a une direction artistique globale et de scénario qui est très très cohérente, et ça c'est un vrai succès. Mais du coup, j'ai cette déception que on soit pas allé un peu plus loin. On commence, vraiment, souvenez-vous, on commence la série sur le personnage de 8. On a l'impression qu'on va comme ça avoir un univers qui va s'étendre. On n'est plus à Hawkins. On a un nouveau personnage complètement qui est entouré de plein de nouveaux personnages pour qu'au final, on l'oublie pendant de nombreux épisodes et qu'on se rend compte que la série n'est pas du tout arquée sur ça. C'est volontaire, et puis tu vois, l'épisode 7 est entièrement centré. Non, je pense que sur c'était Chicago. complètement au hasard. Non. Ils ont mis les scènes au montage. Ce que je veux te dire, c'est que l'épisode 7 qui est à Chicago, que moi j'ai trouvé très bon parce que ça permet à la série de développer, de rendre hommage à d'autres genres de films des années 80-90, les courses-poursuites avec les malfrats, la police, etc. J'ai trouvé ça très réussi. Mais il y a beaucoup de fans qui ont énormément rejeté cet épisode 7 parce qu'il n'était pas avec les garçons, qu'il n'était pas à Hawkins, qu'on perdait un petit peu nos repères. Donc voilà. Ok. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais aborder, c'est l'intrigue. Alors sans revenir dans l'intrigue en détail, ce que j'ai beaucoup aimé, alors, il y a une remarque que tu avais faite en off que j'ai beaucoup aimé parce que c'était très pertinent, c'était ce que tu as dit là, c'était qu'il y a énormément d'aspects de la saison 1 qui sont calqués dans la saison 2. Et à juste titre. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé ça un petit peu pour sublimer, tu vois, le propos, et en même temps pour pas perdre les téléspectateurs. Donc ils avaient, comme tu le disais, la base et ils ont travaillé autour. Ça, c'est très bien. Et en termes d'intrigue, ce que j'ai trouvé très réussi, c'est que on est dans un univers qui est fantastique et qui est par définition, et nombre de séries et de films nous le prouvent encore chaque année, c'est extrêmement difficile d'être perdu. Si au final on vous demande de résumer l'intrigue de Insidious, l'intrigue de The Strain, l'intrigue de tous ces trucs de épouvante fantastique, vous allez très vite être perdu. Et dans Stranger Things, mais c'est carrément pas le cas en fait. C'est hyper clair. On sait, on comprend l'Upside Down, on comprend quand on y est, on comprend les différentes créatures, on comprend les mécaniques qui font que les enfants vont aller de tel endroit à tel endroit. Le moment où Joyce décide de réchauffer Will, c'était extrêmement clair. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est, rien qu'en termes d'écriture, c'est une sacrée prouesse, parce qu'il y a énormément de films et de séries du genre qui se cassent les dents là-dessus, quoi. Mais ça, en fait, ce qui... parce que les premiers épisodes, quand j'ai parlé à Claire, je vais vous lire juste la liste là. En fait, je commençais à me dire, mais cette saison, c'est un copycat de la saison 1. On est en train de voir le nouvel espoir et le réveil de la force. Et du coup, donc, je commençais à faire une petite liste comme ça d'éléments qui repartaient vraiment pour être pareil. Bon, on avait cette liste ne va pas retirer les nouveautés de la saison, mais juste, je vous lis ça. Il y a Will, c'est Will qui porte les problèmes. Will, il y a son corps qui disparaît dans la saison 1. Là, c'est sa personnalité qui disparaît dans la saison 2. Parlons une seconde de Will. Qu'est-ce qui souffre dans cette saison 2 et qu'est-ce qu'on souffre avec qu'est-ce qui souffre tout court? C'est l'homme, c'est l'enfant qui doit souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on souffre avec lui surtout? T'as pas eu ce sentiment-là? Mais je pense que c'est parti pour la saison 3. Une fille arrive et casse l'équilibre du groupe, des 4 copains. Mad Max, très réussi d'ailleurs. Nancy ira-t-elle avec le frère de Will? Là, on est carrément revenu avant la fin de la saison 1 pour pouvoir de nouveau avoir la mécanique. Un monstre en liberté dont la tête se cache sa bouche est en liberté dans Hawkins. Ok. Ensuite, on a la maison de Winona Ryder est couverte d'un puzzle. Bon, tout pareil. On a une scène avec la mère de Eleven. Tout pareil. Papa est très méchant. Flashback sur l'enfance de Eleven. Bon, tout pareil. Le gouvernement fait des secrets dans l'usine à côté de la ville. Bon, ça c'est logique puisque c'est l'endroit où est le rift. Ensuite, on a Hooper fait des enquêtes tout seul, comme à chaque fois. Et Hooper repense à sa fille morte dans la saison 1. Et maintenant, il pense à sa nouvelle fille qui est Eleven. Donc,
Et puis, Et à son ancienne fille aussi. et puis voilà, ça continue. Vous avez compris. Et après, donc, au début, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais attendez, une saison entière, ils sont en train de beaucoup développer tous les points qu'on avait déjà vus dans la saison 1. Le truc le plus incroyable, c'est vraiment la sœur de Will, enfin la sœur Nancy, qui va-t-elle sortir avec le frère de Will. Mais c'est genre littéralement ce qu'on a vu sur toute la fin de la saison 1. Et là, ils reviennent en arrière. Oui, mais et c'est donc, cohérent parce que là où ça avait été mais je dis surprenant pas sur la saison 1, attends deux c'est secondes. que Steve gagne Nancy Ok. au moment où on s'y attend pas du tout en fait. Ok. Et en fait, le truc, c'est que mon point, c'est de dire ça. Bah, là où je suis un peu revenu en arrière sur mon point de vue, où j'avais l'impression vraiment de revoir une ressucée de la saison 1, c'est qu'en fait, c'est une saison de 9 épisodes. Et 9 épisodes qui ne font pas 1 heure. Le dernier épisode fait 1h01, mais globalement, la saison, on a des épisodes entre 40 et 50 minutes, ça se balade, il n'y a quasiment aucun épisode qui dure la même durée. Et donc ça fait que, bah, effectivement, 9 épisodes comparé à une série de 26 épisodes, ce n'est qu'une introduction. Et donc, ils ont reposé les bases, remixé un peu les problématiques, ils ont ouvert l'univers, et ça, toutes ces cases-là, qu'une saison de 9 épisodes qui est transition vers l'ouverture à un plus grand univers, tout est fait. On a une nouvelle ville, on a des potentiels nouveaux personnages qui vont arriver, on a des personnages qui apparaissent là, mais qui pourront revenir sauver la mise dans quelques temps. C'est un monstre spirituel, qui est en contrôle des pensées, et la sœur de Eleven, ses pouvoirs sont spirituels. Donc il y a plein de trucs où ils sont en train de mettre des choses en place pour tout ça, et ça, c'est un travail qui est vraiment réussi. Mais en fait, ce qui m'a vraiment fait relativiser, je me suis demandé, est-ce qu'on prend du plaisir à regarder cette série ? Et le plaisir est intact, en fait. On a toujours Et même encore plus élevé. autant de... moi, je dirais pas ça, parce que dans le 1, on avait vraiment la découverte du monde, on avait vraiment cette ambiance entre E.T. et les Goonies. Là, on l'a déjà eu. Donc, au final, mais il y a c'est le plaisir. Plus intense dans la saison 2. Ce plaisir, il est vraiment là. On se prend vraiment au jeu avec les personnages, on est vraiment attaché à eux, on a vraiment des enjeux, on se demande est-ce que, oui ou non, ils vont se faire bouffer, attaquer. Et ça fonctionne bien. Voilà. Ce serait juste, si j'avais une petite critique réelle, ce serait bien si l'histoire n'était pas si attendue. Parce qu'au final, il y a quand même plein de moments où on s'attend complètement à ce qui va se passer. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais globalement, au final, j'ai vraiment apprécié cette saison. Alors moi, j'aimerais parler des personnages maintenant. Alors, les personnages qui étaient déjà, il y avait plusieurs enjeux. Le premier, c'était est-ce que les enfants ne vont pas trop grandir et trop changer. Au final, non, pas du tout. On garde le même humour chez certains personnages qui étaient déjà devenus sacrés, hein, comme Dustin par exemple. Je trouve que l'arrivée de nouveaux personnages, ce sont des personnages qui se sont très bien intégrés dans la série. Mad Max, son arrivée est logique. Eleven est partie, il y a besoin d'un élément féminin dans le groupe de garçons. Et en plus, elle s'y intègre très bien. Sa relation avec Lucas est vraiment chouette. Et c'est un personnage et c'est là où la série est très piège, c'est qu'on est dans un univers fantastique. Mad Max arrive, alors déjà, elle s'appelle Mad Max. Ensuite, au jeu vidéo, elle explose tout le monde. Son frère est bizarre. Son frère dit que on sait pourquoi ils ont déménagé. En gros, c'est à cause d'elle. Donc on se dit, attends, Mad Max, il y a un truc chelou derrière tout ça. En fait, pas du tout. Donc la série te piège. Elle s'intègre parfaitement dans le groupe. C'est nickel. Son frère, Billy, est insupportable toute la saison. Jusqu'au moment où quelle coiffure. comprend... Ouais, déjà, quelle coiffure. Jusqu'au moment où on comprend pourquoi il est aussi... Je regardais avec ma compagne Stranger Things 2, et on s'est demandé si dans les années 80, c'était ta coiffure. Non, parce que j'étais beaucoup trop petit. Et ensuite, il y a le personnage de Bob, interprété par Sean Austin du Seigneur des Anneaux et des Goonies. Déjà, sa présence dans Stranger Things, c'est tout un symbole, parce que c'est quand même le gamin des Goonies. Et le Stranger Things, le groupe de gamins, c'est quand même un petit peu le groupe des Goonies. Et qu'est-ce qui s'intègre bien dans la série ? Le personnage devient hyper attachant. Fun fact. Et alors, sa mort... Attends, je finis. Sa mort est d'une violence... Mais même pour toi, téléspectateur, mais tu dis, mais attends, il peut pas mourir comme ça. Puis le plan d'après où on voit des morgogons qui le bouffent, mais tu dis, non, mais pas possible, pas Bob, il était vachement bien. Et c'est une des forces de Stranger Things, c'est que tu as des films ou des séries où des personnages sautent, et
tu t'en fiches. Mais alors là, dans Stranger Things, ça, c'était réussi. Donc, les nouveaux personnages, j'ai trouvé ça intéressant. Le fun fact sur. Alors, le fun Bob. fact sur Bob, c'est qu'en fait, le personnage devait être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important. Il devait être, on se souvient, le personnage de la mère de Will, Winona Ryder, saison 1, son Jules, Ah oui, son père. il le est père méchant. était revenu. Ouais. Il est relou, etc. Ouais. Et donc là, miroir, elle a un Jules, mais il est gentil. Toujours même logique, on ressuce un peu la saison 1. Tu sais que moi, je pense Et- que le miroir est volontaire. Tu sais, avec l'upside down, la pièce pile ou face. Moi, je pense qu'ils ont joué avec ça aussi dans l'intrigue. C'est ton point de vue. Et donc, en fait, le truc, c'est que son Jules devait juste être sympatoche. Et c'est tout. Et en fait, c'est l'acteur qui, adorant la série, a envoyé une cassette d'audition. Ils en revenaient pas. Ils ont dit OK, c'est parti, etc. Et c'est pendant son travail de préparation que les Duffers ont tellement apprécié travailler avec lui que du coup, ils ont dit OK, on va augmenter son nombre de lignes. On va augmenter le nombre de trucs qu'il fait, etc., etc. Et du coup, ce sera d'autant plus attachant s'il devait mourir. Et donc, du coup, ils le font mourir, etc., etc. Et c'est vraiment le travail entre les Duffers et l'acteur qui a créé en fait ce personnage de Bob qui aurait pu être complètement cliché, qui était tout petit, qui avait très très peu de lignes. Et ça, je trouve ça très intéressant. En fait, il ne devait servir qu'à donner le mauvais conseil de ne fuis pas. Bah, de toute façon, il y a un problème. Alors, c'est là aussi où la série est très forte, c'est que on le voit bien qu'il y a un problème avec les mecs qui gênent les relations, on va dire naturelles. On voit bien qu'il y a une relation Hooper-Joyce et que bah du coup Bob il gênait. Mais Bob, ils l'ont quand même super bien développé et ça a été un personnage intéressant. Il y a Steve est exactement dans le même cas. Steve, il gêne dans la relation Nancy-Jonathan. Jonathan. Et alors le truc qui est excellent avec Steve, et je pense que c'est même un des personnages les plus réussis de la série, c'est qu'il a commencé en roi du lycée, énorme tête à claque, insupportable, un mec qui va venir les aider et qui va les sauver aussi à sa manière à la fin de la saison 1. Et là, le truc, c'est qu'il est de nouveau avec Nancy. Et là, c'est plutôt le boyfriend idéal, tu vois. Et encore une fois, ça casse. Et là, il lui retrouve un rôle, celui de le grand frère protecteur de la bande de garçons. Mais j'ai trouvé que moi, le traitement de Steve était excellent. À côté de ça, tu as d'autres personnages. Mais en fait, tu le sens que les Duffers, ils aiment énormément leurs personnages. Ça se sent. Parce que Hooper, la relation qu'il a avec Eleven, elle est vraiment immense. Parce que au début, tu comprends pas. Alors, tu dis, mais ça, c'est pas très naturel. Et puis après, quand ils se disputent, alors tu dis, bah, tu comprends pas où veut aller Hooper. Et en fait, bah oui, en fait, c'est juste qu'il la considère comme sa fille. Et à la fin, quand il reçoit le faux acte de naissance qui dit que c'est sa fille naturelle, bah toi, t'es tout content. Tu dis, ah, c'est génial. Hooper a de nouveau une fille. Eleven a de nouveau un père. Bah, c'est génial. Et en fait, toi, tu participes un peu à leur aventure parce que tu t'attaches beaucoup aux personnages, etc. Moi, je trouve vraiment qu'ils sont tous très réussis avec deux petits bémols. Je trouve que Mike, cette saison, est trop effacé. Alors que la saison d'avant, il était vraiment au cœur des choses. Le Mike de la saison 1, c'était Elliot de E.T., quoi. Et Joyce est très effacée, sauf à la fin. Mais Ou alors à la fin, elle se déchaîne, la mère qui ouais, mais ça, a une énergie infinie pour sauver son fils, quoi. Pour le coup, est-ce que ça, c'est pas voulu que Mike soit effacé? Si. En fait, le truc, c'est que globalement, si tu regardes, et c'est même ce que disait l'acteur dans sa préparation, c'est qu'il n'était le vrai Mike que pendant les 2-3 derniers épisodes. Et si tu regardes, là, on a eu le focus quand même sur un autre enfant. Tu vois, peut-être Will, peut-être plus. Oui, un peu plus d'Austin. Voilà, un peu plus de Steen. Est-ce que le prochain, ce sera pas Lucas? Est-ce qu'on n'est pas en train de On faire voit le tour? beaucoup. Est-ce qu'on ne sera pas vraiment plus en train de faire le tour de chacun des enfants Ouais, c'est avec possible. un tout petit peu plus Ouais, je pense pour que dans quelques saisons, on Ouais. soit vraiment si proche de tous? Ils ont rajouté des trucs. Je m'en rappelle pas. Et bah, là, j'ai quasiment revu toute la saison 1 après avoir vu la saison 2. La sœur de Lucas. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Mais qu'est-ce qu'il est réussi, ce personnage de la sœur qui se moque en permanence de son frère. Quand elle imite Dustin. Bah, la sœur de Lucas est géniale.
Et il y a plein de personnages comme ça. Et alors, il y a un autre truc aussi sur lequel je voulais réagir, parce qu'on parle beaucoup du côté référence, tu sais, de nostalgie des années 80. Ça marche hyper bien. La série fait des clins d'œil à n'en plus finir à plein de trucs. Mais en tant que fan d'un élément précis des années 80, 90 ou même début 2000, parce que le groupe des gamins, tu sais, Eleven, 8 et compagnie, ça fait un petit peu penser à X-Men. Mais moi, en tant que méga fan de Jurassic Park, l'épisode 8, Enfin, X et les hommes, et les men, mais pas... oui, d'accord, non, mais je veux dire, c'est une référence à ça. En tant que fan de Jurassic Park, l'épisode 8, mais c'était un plaisir de fou. Et je me suis dit que les fans d'Alien, les fans d'E.T., les fans de tout ça, même moi, Alien aussi, mais là, Jurassic Park, il y avait les répliques, il y avait les plans, il y avait tout ça. C'était un pied incroyable. Et Stranger Things, entre l'histoire, les personnages, la musique, la mise en scène, les références et tout, mais franchement, mais qu'est-ce que t'es servi, t'as avec tout ce que t'aimes. Et toi, en off, tu m'avais parlé de cette idée que peut-être Netflix avait essayé de repérer tous les éléments qu'on aimait beaucoup, nous, et qu'elle les avait toutes mis dans une série Stranger Ouais, Things. en fait, Cette idée-là me plaît beaucoup. En fait, le truc, c'est que le fait que la saison 2 ressemble quand même à bien des points à la saison 1, que les épisodes soient plus courts, moins courts, etc. Enfin, on a l'impression que ça ne suit aucune règle. Mais en fait, Netflix récupère des informations sur nous, spectateurs. Quand est-ce qu'on coupe, quand est-ce qu'on revient, quand est-ce qu'on regarde à plusieurs reprises une série, etc. Et ça, sur tout le monde. Donc, vos informations à chacun d'entre vous qui avez un compte Netflix sont stockées par Netflix. Et de la même manière que du coup on parle du big data maintenant et le fait d'utiliser des informations en masse et à la fois de manière ciblée, on a vraiment l'impression, en tout cas j'ai vraiment l'impression parfois que Stranger Things a été un peu écrit par les data aussi, avec des moments où il disait en fait tu sais c'est à 22 minutes 2 que l'attention a tendance à couper, il faut du coup essayer de redynamiser à ce moment-là, il faut essayer de mettre plus un peu de telle série ou de telle ambiance mais on a vraiment c'est tellement parfait sans prendre vraiment de risques. Tu vois, c'est quand même un truc c'est quand même un truc incroyable. Ça marche hyper bien. C'est quoi l'œuvre qu'on pourrait comparer à Stranger Things qui marche à ce point-là sans prendre de risques? Il y a rien qui est risqué dans Stranger Things. Il y a rien où tu te dis oh là là, c'est vraiment un choix artistique incroyable, ils auraient pu tomber complètement à l'ouest. C'est que des trucs qui marchent. Un groupe d'enfants qui ont un copain, tu vois, surnaturel, c'est que des trucs qui marchent. Et donc vraiment, il y a des moments, je me suis quand même posé la question de est-ce qu'on n'est pas en train de regarder le prototype de les séries qui vont être produites par Netflix et les prochains fournisseurs à la Netflix, du big data, qui savent exactement ce qui nous plaît, qui le font et qui nous formatent. Et du coup, on a une série qui est pas notre série préférée de la vie, mais qui sera une de nos meilleures séries de l'année, parce qu'elle est faite pour être excellente. Et du coup, elle correspond à toutes les catégories qu'on veut lui assigner. Elle est très 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 plaisante. Et il y a un truc aussi, j'aimerais moi terminer là-dessus, c'est que Stranger Things, c'est une leçon pour énormément de séries qui pataugent en termes de cliffhanger. Les cliffhangers de Stranger Things, c'est du poids lourd. Hein. Le cliffhanger de la fin de l'épisode 2, de l'épisode 3, épisode 5, épisode 8. Alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais non, mais pourtant, ils sont excellents. Ils sont excellents. Mais la fin de l'épisode 3, c'est une vraie j'étais question. sans voix. Mais vraiment, j'étais... Et là, du coup, tu as la suite. Et c'est là où je me dis, et donc, on en reparlera dans un débat, mais qu'est-ce que c'est dommage que toute la saison soit balancée d'un coup. Parce que si on parle en termes de hype, vous savez, de buzz, je pense que Stranger Things diffusé de manière hebdomadaire, ça casserait Internet comme Game of Thrones ou avant The Walking Dead. T'as vu, j'ai rajouté le avant. Petit troll. J'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec toi, parce que je pense qu'on aurait encore plus... Hyper plaisir de tout voir. D'infuser, dans le sens vraiment de diluer légèrement chaque épisode, et qu'on s'attache à ces personnages sur 2 mois de notre vie. Je pense que ça aurait été sans commune valeur par rapport à juste, on s'est tapé un super week-end, Stranger Things et tout, allez, on se revoit dans 2 ans. Week-end. Moi, ça a duré un après-midi. Hein. J'ai lancé, j'ai arrêté. Enfin bref, voilà. En tout cas, on espère que vous avez partagé le plaisir de regarder Stranger Things avec nous. Merci mon cher Car d'être passé.
On vous rappelle que Cult & Click est également sur Instagram, que Cult & Click c'est également un site web Tout à fait. cultandclick.com, n'hésitez pas à y aller. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour essayer avec de un vous satisfaire. nouveau serveur demain, Tout pour à la fait. petite parenthèse. Tout à fait. Et Ça va vous changer. également, évidemment, l'ami YGKR sur Twitter Et Instagram. et Instagram, et Greg is Big B sur Twitter et Instagram. Voilà. Des bisous, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Let's go!